Deuxième partie de votre émission Émergence qui, ce jour, aborde ce thème, la lutte contre la corruption en période de Covid-19. Notre invité, Dr Francis Ebé, il est le directeur exécutif de Lance Togo, expert anticorruption, contact national, bien sûr, de Transparency International. C'est bien ça, hein? Oui. Et on était bien sûr en train d'aborder ce point-là concernant la gestion des fonds en période de Covid-19. Le cas togolais était très bien étudié, apprécié par le FMI. Hein? Oui, disons que comme je le disais, oui, le programme Novici fait partie des bonnes pratiques qui ont été retenues par le Fonds monétaire international parmi plusieurs autres bonnes pratiques dans le continent africain. Et pour cause, parce que si vous voyez l'article 10 du décret numéro 2020-053 PR, il y a une procédure claire de gestion qui a été mise en place pour débloquer les fonds non visés. D'abord, il faut une demande de déblocage qui est formulée par le ministre en charge de l'économie numérique, qui va au ministre des Finances, le ministre des Finances qui approuve et qui envoie maintenant au Trésor. Le Trésor maintenant va faire les virements vers les comptes, les sous-comptes qui ont été ouverts pour Togo, Togocel et Move. Et maintenant, vous savez, c'est un système traçable parce que c'est un porte-monnaie électronique. Lorsqu'on envoie l'argent, ça va sur le porte-monnaie électronique de quelqu'un directement. Donc, son numéro, son nom vont s'afficher sur le système. Donc, ça veut dire qu'on peut imprimer. On peut rapidement, en temps réel, savoir combien ont été envoyés et à qui cela a été envoyé. On peut facilement les réviser. Justement, on parlait, bien sûr, selon un rapport qui était sorti fin semaine dernière, on parlait de 107 milliards de nos francs CFA qui ont été déboursés dans cette affaire de la riposte contre Covid-19 au Togo. C'est raisonnable, hein? Oui. Dans l'achat des produits, la prise en charge. Vous savez, ceux qui ont dormi dans des hôtels, ils ont mangé plusieurs fois. Et maintenant, les équipements lourds, les laboratoires. Les laboratoires. Et vous voyez aussi, il faut payer aussi les entreprises pour les prises en charge des tranches sociales, avec la sûreté, la régie. La régie où l'eau était gratuite sur 3 mois. Voilà, il faut payer tout cela. Sans oublier l'assistance, les régimes spéciaux pour les agriculteurs qui ont bénéficié aussi des soutiens. Et pour les enseignants volontaires aussi, et on avait trouvé donc l'alternative pour je pense que quand on donne les chiffres comme ça peut donner un peu de vertige, mais il faut rentrer dans les détails de tout ce qui a été fait. Donc je crois que pour le moment, on ne peut pas apprécier. Il faut vraiment attendre les rapports d'audit, les rapports de gestion, pour voir maintenant les détails sur comment ces fonds. Il y avait un fait, entre-temps, qui a marqué plus d'un. On parlait de certains qui ont pris les sous d'autres personnes. Et on se demande comment cela a été possible en matière de gestion de cette affaire de Novici, où on parlait de certaines personnes qui ont volé avec... non, je comprends. Ils ont tellement des astuces. Hein? Non, je pense que il y avait une réunion régionale du FMI sur la gestion des fonds Covid. Et j'étais là. Et je crois qu'il y avait un représentant du ministère en charge de l'économie et des finances qui avait expliqué. Vous savez, depuis qu'on a lancé, on a demandé aux gens, on utilisait le nom des gens. Ceux qui n'avaient pas de carte d'identité, on utilisait, n'est-ce pas, leur nom qui était sur la carte d'électeur et le numéro. Donc, en ce moment encore, il y avait les noms des gens qui étaient affichés dans les bureaux de vote. Donc, je crois que certains citoyens malveillants allaient juste prendre les noms des gens avec les numéros affichés et venaient prendre de l'argent en leur compte. Donc, quand le ministère a su cela, ils ont fermé, bloqué le compte et maintenant, ils ont exigé un autre numéro. Ce numéro-là est, lui, sur la carte de l'électeur lui-même. Ça veut dire que c'est sur ta carte d'électeur que ce numéro est. Donc, il faut que quelqu'un puisse voler d'abord ta carte d'électeur pour prendre. Ça fait que, quand ils ont mis en place ce système maintenant, les gens ne pouvaient pas seulement aller voir les noms pour venir prendre l'argent. Ça fait que l'argent devrait forcément aller sur le porte-monnaie électronique de chacun. Donc, ils avaient expliqué ça. Mais je crois que ça peut être juste, vous savez, un problème informatique, mais qui aurait été réglé d'après les explications que j'avais reçues lors de cet atelier du régional du FMI. OK.
Alors, y a-t-il eu des cas de corruption liés au Covid? Si oui, quels sont ces cas? Bon, disons, il ne faut pas insister sur les cas, parce que comme je l'ai dit, il y a un problème, et là où il y a souvent les crises, il y a souvent, ça profite à certains. Oui. Et certainement que dans certains pays africains, effectivement, il y a eu des cas de corruption qui ont été notés. Bon, je crois qu'il y en avait au Cameroun, en RDC, en Afrique du Sud, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut plutôt lutter contre ces cas de corruption. C'est ça qui est important pour nous dans ce cadre. Et si vous voyez le thème de la Journée mondiale de lutte contre la corruption 2020, le thème avait mis un accent particulier sur la gestion transparente des fonds liés au Covid, avec le thème de l'année qui était rétabli avec intégrité. Et si vous voyez ces thèmes, c'est 3 messages forts qui se dégagent. Oui. Le premier message, c'est qu'on reconnaît que le temps de pandémie, on doit même raccourcir les procédures. On ne peut pas faire les longues procédures de passation des marchés. Parce qu'il y a urgence, il faut sauver les vies humaines. On reconnaît ça. Mais attention, comme je l'ai dit souvent, c'est simplification de procédures, mais les principes de bonne gestion, transparence et d'intégrité demeurent. Donc ça veut dire qu'on doit respecter les principes de gestion pour que les fonds soient gérés avec intégrité, afin d'assurer un rétablissement inclusif à tous nos citoyens. Donc, de ces messages, qu'est-ce qu'on retient? C'est que la communauté internationale invite les États à appliquer strictement la Convention cadre des Nations Unies contre la corruption. On doit éviter les cas de corruption. On doit mettre en place des systèmes de contrôle d'audit. Il faut intégrer les corps et les autorités anticorruption pour la prévention. Et il faut appliquer strictement le contenu de la Convention, et notamment l'article 9, paragraphe 2. L'article 9, paragraphe 2 de la Convention dit que invite les États à prendre des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, et notamment en faisant quoi? En mettant en place des systèmes de normes et de comptabilité d'audit et de contrôle au second degré, et puis des systèmes efficaces de gestion et de contrôle interne. Donc ça veut dire que tous ces systèmes-là sont là. Les règles de passation des marchés publics sont là. C'est juste les procédures qu'on raccourcit. Ça veut dire que on doit pouvoir faire la consultation restreinte, par exemple, avoir les appels d'offres et avoir les dossiers centralisés. Et on pourrait en parler, mais au niveau du Togo, peut-être on pourrait en parler plus tard. Il y a quand même une commission spéciale. Non, ça nous intéresse. On veut comprendre de quoi il était question là. Ce comité spécial-là. Non, je crois que le comité spécial, il y a un comité spécial de passation des marchés qui a été mis en place. Oui. Et cette commission-là a pour mission de gérer avec célérité transparente, n'est-ce pas, les processus des acquisitions. Donc, ça veut dire que, et de centraliser tous les appels d'offres. Donc, parce que les appels d'offres, on fait les appels d'offres, on passe les contrats, on reçoit les acquisitions. Donc, tout cela, c'est centralisé quelque part. Et tout le monde, on peut avoir accès. Ça veut dire que si on veut aujourd'hui, même si c'est éparpillé partout, les passations sont centralisées et faites passer comme ça, pour avoir la transparence. Et vous voyez le test, le décret a mis l'accent. C'est un arrêté qui a créé la commission spéciale. On dit que ça a pour mission de gérer avec célérité et transparence. Donc ça veut dire que les autorités même ont pris conscience qu'il faut insister sur ces mots-là pour que les gens qui gèrent ces fonds et ces comités-là, ils puissent être responsables, redevables. Donc, je pense que c'est ce qui est important. Moi, j'ai fait l'analyse. Vous savez, les tests, comme je vous ai dit, c'est autour de 27 décrets présidentiels et de 3 décrets du Premier ministre et plus de 67 arrêtés. Mais je suis rentré dans la plupart de ces tests pour ressortir, n'est-ce pas, les mécanismes de bonne gestion des transports qui ont été mis en place. En résumé, quand vous êtes rentré dans ces tests-là, vous avez lu celle-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, ce qu'on peut retenir, c'est que la promotion de la transparence dans la gestion des ressources mobilisées a été au centre de tous les décrets. On demande aux gens de gérer avec célérité et transparence. On met en place les comités de centralisation des ressources mobilisées. On met en place, par exemple, un comité de réception. On a mis en place un comité de réception des équipements. Ça veut dire que quand on commande, il y a un comité spécial qui reçoit les équipements.
Et ce comité est présidé par, au Togo, bien sûr, comme on est au Togo, par le ministre Olé Toki. Donc, il y a c'est un comité multisectoriel. Les gens vont réceptionner les équipements. Oui. Ensuite, ils comparent ça avec la commande pour voir s'il y a conformité avec ce qui a été commandé. Donc, je pense que l'esprit du législateur était vraiment d'insister sur, n'est-ce pas, la transparence et l'intégrité. Bon, maintenant, les tests sont là. Il va falloir maintenant qu'on voit si les gens, si toute la chaîne, ont respecté l'esprit des tests. Et c'est les rapports d'audit qui devraient nous révéler cela plus tard. Parfait. Nous allons nous intéresser à un autre point, bien sûr, de cette période là que nous traversons et les états d'âme, bien sûr, de la corruption sur différents points. On se demande aujourd'hui, coronavirus en a tellement fait, les économies dans tout son ensemble étaient à terre, pratiquement dans toutes les nations. Au Togo, la prévision était autour de 5,7, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ça. Dans d'autres pays, c'est encore pire. Et on se demande quelles sont, bien sûr, les perspectives en vue au lendemain, bien sûr, de cette crise sanitaire. Bon, c'est vrai que, comme moi, je l'avais, au départ de l'épidémie, je l'avais publié très tôt. Et au départ de l'épidémie, j'avais publié sur mon compte Twitter qu'il faut apprendre à vivre avec l'épidémie. Apprendre à vivre, hein? Oui. Oui. Si vous voyez la grippe espagnole, mais ça a mis du temps. Donc, c'est ce que j'ai dit, que les États n'ont pas tiré profit des crises passées. Donc, il fallait juste apprendre à vivre avec la pandémie et continuer à réaliser nos activités, porter les masques. Donc, ce message-là, ça a pris corps lentement. Ça fait qu'on est enfermé, les gens n'ont pas beaucoup travaillé dans les pays, les confinements, les couvre-feux répétés. Donc, ça fait que c'est vrai que la santé... Il y avait du respect à l'autorité. L'autorité a demandé à ce qu'on respecte. Donc, il n'y a plus vraiment d'activité, hein, déjà. Oui, c'est ce que j'ai dit, que c'est au niveau... C'est pas seulement au Togo. Oui, c'est dans tous les pays. C'est dans tout le monde. Et dans les pays dits développés, c'est encore pire. Voilà. Donc, je crois que on n'a pas appris très tôt qu'il fallait vivre avec la maladie. Donc, maintenant, quand on l'a appris, l'économie a supporté un coup. Donc, aujourd'hui, les États qui peuvent sortir de cette situation, c'est les États qui vont continuer par travailler malgré la maladie. C'est-à-dire que quoi? C'est les États qui vont réussir à créer des biens et services à vendre malgré l'épidémie. Donc, à mettre en place des systèmes de e-procurement, de passation des marchés, les e-commerce. Donc, je crois que la crise doit nous... il y a une bonne leçon à prendre. C'est que nous sommes en retard par rapport au mécanisme électronique et nous devons nous réveiller. Ouais, vous savez, il y a certaines entreprises aux États-Unis qui ont doublé, quadruplé leur économie parce qu'ils étaient déjà dans les systèmes électroniques. On continuait pas à faire la restauration en ligne. Tous les services, on pouvait faire en ligne. On livrait aux gens, manger à la maison. Donc, ça fait que n'ont pas suivi la crise. Quand bien même, vous voyez, donc ça veut dire que on peut tirer une leçon. La leçon, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec la maladie. Oui. Il faut maintenant informatiser et digitaliser notre économie pour qu'à la longue, s'il y a une crise comme ça, on ne soit pas atteint durement. Je crois aussi qu'il faut se préparer pour les crises à venir, les crises futures. Et en intégrant, par exemple... On en aura toujours, hein? Oui. La grippe aviaire, hein, la grippe espagnole. Ça fait environ 20 ans. Aujourd'hui, nous avons la COVID-19. Donc, peut-être dans 20 ans, on aura encore. Maintenant, il faut prévoir. Il ne faut pas attendre encore. Donc, on doit déjà avoir un plan de gestion. Documenter ce qu'on a fait maintenant. Quelles sont les leçons apprises? Quels étaient les challenges et les défis? Comment on les a résolus? Et quand il y a une crise, comment on peut capitaliser sur ce qu'on a fait pour maintenant mieux avancer? Il faut documenter ça et laisser aux générations présentes et futures. Ça, c'est très important. Je crois aussi qu'il y a l'annonce du vaccin. Là, il a annoncé un vaccin en COVID-19. Voilà un autre point aussi qui donc, fait classer je crois qu'il y a... Bien sûr, de lobby pharmaceutique, bon... Oui, mais il y a un vaccin, je crois que le Togo, avec l'intervention des autorités, notamment de Madame la Première ministre à l'Assemblée générale des Nations unies récente, je crois que le Togo est positionné pour avoir le vaccin dans le premier trimestre du mois de mars 2021. Donc, maintenant,
il va se poser un problème. Le problème qui va se poser, c'est comment distribuer ces vaccins pour que ça puisse atteindre tout le monde. Le système, notre système sanitaire, vous savez, nous avons aussi les parapublics qui sont là, les CMS qui ne sont pas entièrement entre les mains de l'État. Comment on va passer? Est-ce qu'on va associer les CMS? Si oui, comment on va mettre en place un système de traçabilité de ces vaccins pour que ça puisse aller entre les mains des Togolais? Vous savez, le Togo est le premier à l'avoir. Le Bénin à côté, nous avons les frontières. Le Ghana, le Burkina. Bon, maintenant, si le Togo là, comment on va faire? Les Béninois, eux aussi veulent. Les citoyens, comment on va faire pour que vraiment les Togolais puissent en avoir? Et vous savez, nous, on travaille dans les questions de transparence. Certains vaccins donnés gratuitement se sont retrouvés en vente. Donc, les gens détournent les médicaments, détournent les vaccins vont devenir insuffisants et maintenant on va les retrouver après en vente. Donc, je pense que le vaccin arrive, d'accord, félicitations aux autorités pour cela, mais nous devons mettre en place les systèmes de transparence pour que, n'est-ce pas, ces vaccins-là puissent arriver à bon port et que ça puisse toucher tous les concitoyens. Parfait. En quelques secondes, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission de ce jour, si vous êtes demandé aujourd'hui d'apprécier la gestion des ressources que le Togo avait eues dès le départ jusqu'à ce jour, à sa charge, ça a fait bon usage, a été bien sûr bien utilisé, bon escient, comme ça se doit. Voilà. Bon, non, disons que non. Moi, on va juste apprécier, je ne peux m'en tenir qu'au test. Au test, ce que nous avons. Parce que comme je n'ai pas encore les rapports d'audit, je ne peux pas donner une appréciation sur la gestion. Mais je crois que les tests, si j'analyse les directives éditées par l'ONUDC et les mesures qui ont été prises, je dirais qu'au niveau des tests, on a pris des mesures nécessaires. Il y a une coordination de la RIPO qui a été mise en place. Nous avons aussi un comité de gestion du matériel, comme je l'ai dit, où les gens reçoivent. Il y a un comité qui reçoit, qui vérifie la conformité du matériel. Il y a une procédure de centralisation de l'ensemble des ressources mobilisées et on demande aux gens de gérer les ressources avec transparence. Et il y a les restitutions comptables qui ont été prévues. Donc, quand vous recevez l'argent pour gérer, vous devez faire des restitutions comptables, joindre des pièces selon les procédures de la comptabilité publique. C'est prévu dans les tests. Et encore une fois, la commission spéciale de passation des marchés qui a pour mission de gérer avec célérité et transparence les marchés publics, le processus de passation des acquisitions nécessaires. Ensuite, on centralise tous les dossiers d'appel d'offres, les contrats, ainsi que les documents de réception des marchés. Je pense que si on regarde la réception même des fournitures des travaux, qui sont présidés par les responsables du comité administration et finances, il y a un comité de suivi qui a été mis en place. Donc, je crois que si on s'en tient aux tests, tous les éléments sont là pour une bonne gestion. Mais vous savez, une chose, c'est d'avoir les tests, mais les hommes qui l'appliquent peuvent faillir. Ça, il faut un rapport d'audit qui dit clairement s'il y a des failles dans la gestion. Et s'il y a des failles, c'est qu'il faut que ces gens-là ils répondent conformément aux tests en vigueur. Si on remonte dans le temps, vous savez que la gestion des fonds Ebola, ça avait entraîné après. Oui. 1 an, 6 mois après qu'on a vu qu'il y avait des failles. Au Libéria, il y avait près de 60 millions de dollars qui avaient été disparus. Les gens ont gonflé les acquisitions, il y avait les emplois fictifs. C'est après qu'il y avait eu des audits. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est que nous sommes en temps de crise, mais les bailleurs qui ont donné l'argent, ils ne vont pas dire que c'est en temps de crise, il n'y aura pas les audits. Eux, ils vont venir auditer, parce que comme je l'ai dit, ce que la communauté internationale n'accepte que la simplification des procédures, mais les règles de bonne gouvernance économique, de gestion transparente des fonds demeurent. Et donc, chacun qui est impliqué doit savoir qu'il y aura forcément des audits, soit que c'est l'État qui demande, ou que c'est les bailleurs. Je crois que déjà, la Banque mondiale a demandé déjà à la Cour des comptes d'auditer les fonds qu'ils ont mis dans la gestion de Covid. Parfait. Et la Cour des comptes devait normalement commencer l'audit là en ce moment. Donc, après tout ça sera certainement l'Union européenne, ça sera dans la BAD. Donc, tout le monde va certainement vouloir voir clair comment les fonds sont gérés. Et
jusqu'aujourd'hui, nous faisons confiance à nos autorités parce que je crois qu'il n'y a pas encore un cas de corruption connu. Et donc, tout notre souhait, c'est que tout se passe On comme y ça. reviendra, forcément. Tout se passe bien. Ces rapports qui seront audités, c'est là publié. Voilà. Merci beaucoup à vous, Fabrice Ebé, docteur Fabrice Ebé, bien sûr. Il faut dire que vous êtes bien sûr le directeur général exécutif de l'ANS Togo, expert anticorruption, comptable national de Transparency International. On se retrouve pour un autre numéro très très prochainement pour parler d'autres sujets très intéressants. On a bien sûr dans votre domaine. Merci, c'est moi qui vous remercie. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. À très vite.